Voici les vedettes de notre spectacle. J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, lui, il va me prendre la tête. Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. Non, c'est chouchou, je veux, pas la moche. Zut, rezut et rezut derrière. Ah, je vois, monsieur se fout de moi. Monsieur fait d'ironie. Mais où est-ce que vous croyez, merde? Au cirque? Ben ça, c'est du spectacle. Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous connaissez les Sépioïdas? Non ? Non. Eh bien, les Sépioïdas, c'est une famille d'animaux classés dans le superordre des décapodiformes et qui recouvre une vaste variété d'espèces. Fascinant d'ailleurs, ces Sépioïdas, animaux à croissance rapide, prolificité élevée, dont les populations mondiales croissent d'ailleurs globalement depuis les années 1950. Car en effet, comme certains de leurs congénères, les Sépioïdas semblent faire partie des quelques taxons qui s'adaptent plutôt bien à la dégradation des milieux marins au détriment d'autres espèces, et tant que leur optimum de conditions de vie ne sera pas dépassé. Ces espèces possèdent donc 10 bras, dont 2 plus longs, qui sont spécialisés dans la prédation. Elles peuvent projeter de l'encre appelée sépia, commune aux espèces du superordre des décapodes. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, au moment d'écrire ces lignes, je me sens très très proche de ces Sépioïdas. Pas tant parce que je me sens une forme de mollusque céphalopode, non, simplement parce qu'au moment d'écrire cette introduction, je sèche. Et ce calembour est réalisé sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah, je pense pas que t'allais aller là-dessus. Salut les amis. Ah putain, je voyais pas où t'allais. La sèche, oui. Ouais, je sais pas, j'avais vraiment aucune idée. Oui, mais dont on vient de découvrir qu'il y avait un tentacule qui servait à la fois de nez et de pénis, et je pensais que c'était là-dessus que Nicolas allait aller. Oui. Mais comme moi aussi. Bah, c'est pour ça. Je me disais, tu vas... beaucoup de choses. Je suis complètement perdue par cette intro. Oui, on a enregistré la première moitié de la saga de l'été hier, et là j'avais pas d'idée d'intro, j'ai pas envie d'être drôle. Merde, ça va, je suis pas une machine à débiter du LOL non plus, je suis un être humain comme les autres. Ton nez et ton pénis, c'est quand même bizarre. C'est pour ça qu'il y a eu cette odeur de Allez. crustacés. Allez. On va passer au programme de la semaine, et cette semaine on tire sur la corde au cou d'un salaud d'usurier, le cordon numérique de connexion à l'IA, la cordelette de la momie et la bobinette chez Rat. Mais on commence par bien tirer sur la corde de la nostalgie des années 80, comme nous l'indique dès les toutes premières secondes le nouveau film de Nakache et Toledano, en enchaînant les écrans vintage des différents partenaires et diffuseurs de leurs nouveaux films. Vous avez les vieux génériques de Canal+, de TF1, on est bien baigné de la Gaumont. Là, de la Gaumont, dans la nostalgie bien crasseuse. Car Juste une illusion n'est pas qu'un plongeon dans l'esthétique 80s, c'est une apnée de 2 heures qui confine à la noyade. T'as moi? Tu lui as dit? J'ai vu papa aujourd'hui, il était tout seul au café. Il est au chômage, papa. Juste une illusion d'Olivier Nakache et Éric Toledano avec Camille Cotin, Louis Garrel, Pierre Lotin et Simon Boublil. Simon, qu'as-tu pensé de cette petite nostalgie 80s qui sent les années 80 autant que ma transpiration sent le cannabis? Ok. Moi, pour ma part, j'ai grandi dans les années 80. Du coup, les ayant connus, on va dire que je suis pas sujet, sensible ou destinataire de beaucoup d'œuvres nostalgiques des années 80. Et je m'en méfie grandement. Je m'en méfie parce que c'est souvent un truc plus ou moins conscient pour faire, on va dire, une espèce de mythologie de l'âge d'or un peu pété. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans le film, en dépit d'errements et de limites dont on causera sûrement à ce micro, moi, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est qu'il assume totalement et il revendique d'être une carte postale. Or, moi, quand on pose les principes et qu'on s'y tient, je suis OK. Et malgré, encore une fois, plein de limites qu'il y a dans ce film, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, quand même je partage pas, on va dire, sa profession de foi esthétique, c'est un art du dialogue et de la direction d'acteurs et d'actrices que je trouve remarquable. Arthur.
C'est marrant parce que j'aime globalement plutôt bien le film, mais je crois pour les raisons opposées à Simon. C'est-à-dire que je trouve que c'est pas qu'un vernis esthétique des années 80, je trouve que ça veut raconter quelque chose de cette époque qui est beaucoup moins glorieux que ce que la nostalgie ambiante depuis 10 ans, depuis les Stranger Things et autres, essaye de nous imbiber un peu au forceps. Là, j'ai l'impression qu'il veut raconter quelque chose de politique sur lequel je reviendrai, alors que moi j'ai des limites qui se jouent notamment sur le jeu des acteurs, et notamment des gosses que je trouve pas forcément tout le temps au niveau, et d'un problème, je dirais, d'écriture, d'amplitude de certains personnages qui sont totalement délaissés et d'autres qui sont centrés. Alors pourquoi pas se concentrer sur le père et le deuxième garçon, mais la mère est un peu délaissée alors qu'il y a des choses à raconter, et l'aîné est absolument absent. Donc moi c'est ce déséquilibre qui peut me désoler par moments et qui me désarçonne au début, mais qui finit par m'accrocher à la fin où je finis en grosse chialade. Oui, alors moi je c'est pas du tout un film que je déteste et j'ai pas du tout passé un mauvais moment, c'est juste un film pour lequel j'ai vraiment le film ne cesse de me dire que je ne suis pas son public. Et, j'étais dans une salle, j'ai vu en avant-première, qui était hilar. Moi, je pense que c'est un film qui passe son temps à confondre nostalgie et diapositive. Donc, je ne vois que des références lourdement appuyées dans les décors, dans les accessoires, dans les props, enfin, bref, dans les costumes. C'est donc, on me fait du wink, de la diapo. Et en fait, si on enlève la diapo, moi, j'ai des problèmes d'interprétation de la part des enfants et notamment du petit garçon principal qui est, à mon avis, à côté de la plaque quasiment tout le long du film. Néanmoins, je passe pas un très mauvais moment. J'ai l'impression de voir vraiment un film brandé pour une comédie dominicale de TF1. J'attendais un peu mieux de Nakache et de Delano qui m'ont montré en tout cas qu'ils étaient capables de m'émouvoir un peu plus que dans la succession de clichés lourdingues et pas toujours inspirés. Simon. Moi, ce qui m'intéresse dans le dialogue que je peux nourrir avec le film, c'est que je suis en profond désaccord avec, j'ai envie de dire, son point de vue, son parti pris. C'est pas parce que je suis en désaccord que c'est pas intéressant, mais justement, ça crée un espèce de dialogue. Je m'explique. C'est un film qui, grosso modo, veut nous dire, en fait, ces années 80, ces grandes années brillantes du socialisme, en fait, elles étaient pas si bien parce que c'était déjà la crise, qu'il y a des gens qui galéraient, confère l'intrigue, la ligne narrative du père, qui est au chômage, qui a été un cadre supérieur, qui fait encore croire un peu à sa famille qu'il est un cadre. Et en fait, non, ça va pas si bien. Et en fait, tout dans cette société ne va pas si bien. Là où moi, je suis en profond désaccord avec le film, c'est que là où il place ses points, en gros, de ça ne va pas si bien, j'ai envie de dire non, c'est ce qui allait plutôt bien. Et là où il dit ah là, qu'est-ce que c'était cool, j'ai envie de dire c'est des gros points aveugles. Pourquoi ? Parce que quand on fait preuve de nostalgie vis-à-vis d'une époque, vous remarquerez très souvent, c'est l'époque où on avait les pleins pouvoirs ou l'époque où on était enfant. Ici, pour les metteurs en scène, pour Toledano et Nakache, qui ont tous les deux une petite cinquantaine, c'est l'époque où ils étaient enfants. Ce personnage de deuxième garçon, c'est eux. C'est lui qui est leur porte-étendard dans le film. Et moi, ce qui me frappe, c'est que donc le film se déroule en 1985, si ma mémoire est bonne. 1985, c'est une année où il y a des problèmes de racisme délirants. C'est une année, enfin pas une année, mais des décennies, à un moment de l'histoire de France où il y a des problèmes de violence endémiques, mais qui sont incroyables. On parle aujourd'hui d'insécurité. Il faut savoir que les chiffres de l'insécurité à l'époque sont incomparables avec ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est des multiplicateurs par plusieurs du nombre de violences, d'homicides, de machins. On est dans une société qui est plus dure, plus violente, à plein d'endroits, à plein de niveaux. Et évidemment, ils ne le voient pas parce que, eux, ils racontent leur enfance, ils racontent leur doux rêve. Donc j'ai un désaccord sur le regard et sur la perspective portée sur cette époque. En revanche, j'aime beaucoup à quel point ils l'assument, à quel point ils me disent oui, mais en fait pour nous c'est une période bénie, c'est une espèce de parenthèse enchantée, parce que justement moi ce qui me semble c'est qu'ils ont un regard, et alors je le dis pas du tout comme un truc qui serait négatif ou qui pour moi repousserait le film. Moi ils ont un vrai regard de droite, c'est-à-dire qu'ils disent ces années de socialisme, en fait c'était des années où c'était la crise et où c'était pas bien économiquement, mais il nous restait l'humanité. Je pense que c'est exactement l'inverse, c'est des années où il y avait encore politiquement et économiquement un vrai travail qui était fait, et où en revanche humainement, on vivait dans des années d'une violence sans nom. Il y avait des fractions entières de la société qui n'avaient pas le droit à la parole, qui ne pouvaient pas exister, qui ne pouvaient pas être visibles et vues et s'exprimer. Et donc, je ne suis pas d'accord avec leur point de vue, mais il est tellement assumé
bien montré, bien travaillé. C'est-à-dire que, tu vois, tu disais, Nicolas, quand tu disais, j'en terminerai par là, le film se trompe entre nostalgie et carte postale. Moi, j'ai au contraire l'impression... Diapositive même. Oui, diapositive, absolument. Mais moi, au contraire, ce qui me va dans le film et ce qui fait que je lui pardonne beaucoup de choses, c'est que, justement, dès cette ouverture où on te met les vieux logos, un morceau des années 80, machin, j'ai l'impression qu'au contraire, il me Just an dit... Illusion Voilà. d'Imagination. J'ai l'impression qu'il me dit, je ne suis pas dans la nostalgie, qui est une évocation poétique, je suis dans la diapositive. Dans le cliché, donc. Oui, dans le Non, mais cliché. Mais à partir du moment où le film l'assume, oui. eh ben, je regarde des clichés. Ouais, et même si je suis pas d'accord avec eux, j'apprécie la manière dont ils sont travaillés et je trouve qu'ils sont plutôt très bien travaillés. Donc c'est une parenthèse enchantée qui n'est pas la mienne, mais qui peut m'enchanter néanmoins. Oui, moi, ce qui me déplaît là-dedans et ce qui fait que je suis effectivement pas le public, quand bien même ce sont moi les années où j'ai grandi et où j'ai globalement le même âge que Nakash et Toledano, donc ces années-là, touche pas à mon pote, etc. Le problème, c'est que c'est un film qui, enfin, que tu sois pas d'accord politiquement avec moi, enfin finalement je m'en fous, moi je me fous de leur point de vue politique. Moi le problème c'est que je trouve qu'en fait il y a justement aucun point de vue. C'est-à-dire qu'en fait il y a pas d'histoire, il y a pas de narration, c'est une succession de clichés où on limite bien ce que il y a quand même tout un truc autour de la marche des beurs, la marche des beurs ce sera limité au badge touche pas à mon pote. En fait tout est complètement dévitalisé et donc on vit dans cette espèce d'années 80 fantasmées qui sont là uniquement pour faire vibrer la corde de la nostalgie chez les personnes qui sont un cran plus vieilles que moi, c'est-à-dire pour les personnes qui ne les ont pas vécues en tant qu'enfants ou en tant qu'adolescents, mais en tant déjà qu'adultes. C'est-à-dire qu'en fait, ce film-là parle aux adultes du film pour leur rappeler cette douce nostalgie, entre guillemets, et c'est ce que tu pointes d'une manière que je décris d'une manière différente, finalement, c'était quand même sympa, ces années 80. Et c'était en mettant, la crise, mais on s'en tirait. Voilà, oui, c'était la crise, on s'en tirait, et puis finalement, finalement, le racisme, c'est pas très grave. Et puis finalement, il n'y avait pas non plus des groupes extrêmes. Enfin, bref, c'est totalement dépolitisé, en fait. C'est-à-dire que la politique est réduite aux slogans, aux images d'archives. Et en fait, de quoi parle ce film-là ? C'est même pas un film de coming of age, c'est un film sur les premiers émois amoureux, mais les deux gamins jouent tellement mal que ces émois amoureux, on n'y croit pas du tout. Tout est un peu épais, tout est un peu grossier. Voilà, moi le plaisir que je trouve et que je tire dans ce film, c'est Louis Garrel et Camille Cotin. Mais c'est... Voilà. Non mais, je veux dire... Pas anodin. Ce qui est pas anodin et ce qui fait que je passe pas un mauvais moment, c'est-à-dire que c'est pas un film, je peste pas dans mon coin, je ne me braque pas par exemple, mais néanmoins je trouve ça de facture très médiocre. Je trouve que c'est pas très bien raconté, c'est pas très bien interprété. Encore une fois, c'est du cliché sur cliché, de la diapositive, et on réduit tout à des symboles ou à des posters ou à des musiques, et on ne cesse de nous rappeler que qu'on va dans un magasin Chevignon, qu'on porte les doudounes avec le canard derrière. Je veux dire, c'est une succession de plans marketing en fait, pour nous rappeler, et tout ça avec des couleurs un peu saturées, pour nous rappeler à quel point finalement c'était pas si mal ces années 80. Bon, ça n'a vraiment rien à dire, c'est pas un film très intelligent. Néanmoins, la salle était hilar, et je ne doute pas que ça peut plaire à beaucoup de monde, parce que c'est un film doudou, c'est un film feel good, qui va surtout n'avoir aucun enjeu narratif, aucun enjeu affectif, aucun enjeu politique, aucun enjeu sociétaux. Ça pourrait parler de cette famille, qui est une famille d'immigrés de première voire de deuxième génération, pieds noirs, et Louis Garrel il est maghrébin, c'est ça, elle est algérienne, lui d'une famille franco-marocaine. Les deux sont algériens, sauf que elle est française. Elle est française en Algérie, noire, et lui est algérien. La partie où elle décrit quand même le départ nostalgique de l'Algérie, oui. Bref, bref, je suis vraiment pas d'accord avec toi là-dessus. Bon, bref. Mais moi je pense que c'est un truc le plus intéressant aussi. Petite question, moi qui n'ai pas vu le film. Deux questions. Petit 1, est-ce que je le conseille à ma grand-mère ? Oui, totalement. Oui, totalement. Petit 2, c'est pas bizarre que Louis Garrel joue une personne algérienne ? Ça, je sais pas, je pose la question. Je pose la question. Il est pas algérien, il est juif marocain. Il est juif marocain, tout à fait. Non, en vrai, alors, non, je crois pas. N'étant ni juif ni marocain, ce que je dis est à prendre avec des pincettes, mais néanmoins, il est tout à fait dans le rôle, il est brun, il a une moustache, il est grand, dégingandé, enfin, ça le fait.
Ok. Non, mais je pose la question. Non, mais c'est un film qui ne pose sur cette époque qu'un regard nostalgique et qui n'en retient que des clichés. Bon, voilà. Donc du coup, ça m'intéresse pas beaucoup, mais je ne doute pas que en feel good film TF1 du dimanche soir, ça fera son petit effet. Et je ne doute pas que ça puisse rencontrer son public. Je trouve que Nakache et Todano ont été capables de bien mieux que ça. Voilà. Ils ont été capables de bien mieux, ça je suis d'accord avec toi. Et je te rejoins sur le côté succession de scènes qui donne l'impression qu'il n'y a pas de liant. Mais ça, c'est pas nouveau chez eux. Je veux dire, en vrai de vrai, on en pense ce qu'on veut, on regarde Nos Jours Heureux, c'est une succession de petits sketchs et de petites scénettes qui aboutissent à un grand récit, tu vois. En apparence, oui. Là c'est un peu plus lâche. Un petit peu, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui est absolument inédit chez eux. C'est une forme d'écriture qui est particulière par ailleurs, et il y a que eux que je vois actuellement dans le paysage français qui peuvent essayer de le faire et y arriver. Mais je suis d'accord avec toi, moi j'ai l'impression de voir en fait juste des trucs arriver, puis arriver, on sait pas trop pourquoi, juste pour amener de la péripétie, mais ça apporte pas grand chose. Il y a notamment plein de petits à côté qui entourent ce petit garçon, notamment avec une cassette porno qui au final ne raconte pas grand chose, si ce n'est le plaisir de raconter de ce que c'était que le stress du vidéoclub quand on était enfant, etc. Cela étant dit, moi qui n'ai pas vécu dans les années 80 comme vous, et qui ai une vision des années 80 que par le cinéma, et les livres d'histoire, mais en vrai les livres d'histoire parlent assez peu et pas forcément très bien. Parce que tu vois, représentation en fait. Ouais, parce que tu vois typiquement ce qu'a dit Simon sur ce qui s'est passé dans les années 80, moi on m'a jamais appris ça au collège ou au lycée, tu vois. C'est pas quelque chose qu'on donne comme information. Nous ce qu'on a, c'est ce qu'on reçoit des archives et de ce qu'on voit des films. Et de ce qu'on voit des films, c'est 81, Mitterrand, incroyable, la France Mitterrand, la France PS, etc. Et puis c'est à peu près tout, parce que dans les films nostalgie dont tu parles, généralement on nous montre que le bon côté, je suis désolé, là je suis avec un film qui me montre l'impact du chômage naissant, qui en tout cas qui touche de plus en plus de profils différents, l'arrivée de l'informatique, de à quel point ça peut avoir un impact dans la société, dans le travail des femmes, les femmes qui ont accès de plus en plus de carrières. Totalement fantasmé, Arthur. Totalement fantasmé. Je peux terminer mon propos ? Oui, mais juste un mot là-dessus. Une famille qui vit en HLM, une famille qu'on te décrit comme prolétaire, qui n'a pas une deuxième chambre pour son enfant, n'a pas les moyens d'acheter un ordinateur. C'est du fantasme total. Ça n'existe pas. Alors, premièrement, dans le film, d'Épinal. c'est son boulot qui lui paye l'ordinateur, c'est pas elle. Deuxièmement, je connais pas la vie de Toledano et de Nakache, qui semble être visiblement un peu proche de ce qu'ils ont écrit, donc je peux pas me permettre de juger pour dire si c'est un fantasme ou pas. Néanmoins, ce que je peux te dire, et je termine mon propos quand même là-dessus s'il te plaît, c'est que quand même, j'ai un film qui te dit les années 80 c'est beau, c'est flashy, c'est machin, c'est bidule chouette. Certes, mais c'est la précarité d'une certaine manière, c'est le fait qu'on essaye de s'en sortir, mais malgré tout on n'y arrive pas parce qu'on vit dans une tour HLM, on n'a pas de deuxième chambre, on n'y arrivera pas. Le seul point d'accroche que j'ai, c'est d'essayer de gagner un peu un jeu sur RTL, et encore il faut s'accrocher par A plus B machin, c'est une solidarité. Et je vais même te dire, à un moment, moi j'étais assez étonné de voir ce personnage de Louis Garrel, qui est donc une espèce de personne effectivement apolitique, qui est un peu mou du genou, qui à un moment va dire à un facho toi maintenant tu dégages et tu fermes ta gueule, on parle pas aux gens comme toi. Je me dis quand même, c'est une époque du PS gauche molle où le PS gauche molle disait on encule les fachos. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est un peu ce que le film veut me dire à travers une scène, une toute petite scène. Mais on est en 2026, est-ce que tu veux dire les que amis. le PS déjà se rapprochait dangereusement des fachos ? Non, ce que je veux dire, c'est qu'en 2026, tu vois, et qu'en 2026, voir ça, moi, ça me rappelle à quel point on est médiocre aujourd'hui à plein d'endroits. Tu vois, de voir ces moments où on voit la jeunesse qui se réunit pour faire touche pas à mon pote et les concerts, etc. C'est con, c'est peut-être de la pure nostalgie. Mais moi, qui n'ai pas vécu cette période-là, je le prends comme étant autre chose qu'une carte postale à la Stranger Things qui ne raconte rien de son époque. Là, au moins, il essaye de raconter quelque chose. Que ce soit maladroit, c'est une chose, qu'il n'y arrive pas, c'en est une autre. Mais moi, je vous trouve dur sur ce point-là, néanmoins. Moi, je vais juste rajouter un mot pour répondre à Arthur. Désolé, ils vivent dans une cité HLM en banlieue dans les années 80. Une cité HLM en banlieue propre, comme ça, je veux dire, genre nickel, avec rien. Je veux dire, c'est du fantasme. Mais moi, j'en sais rien. Mais moi, j'en sais rien. Mes grands-parents vivaient à Grigny. Je peux t'assurer qu'à Grigny, la cité. Mais Nico, j'ai habité toute ma vie à Creil, dans une tour HLM. Creil, c'est une ville de banlieue. Ma mère, elle était prof avec 3 enfants tout seul. Et on avait un appartement de 70 mètres carrés. Ça existe. Mais peut-être que ça existe. Moi, je trouve que c'est une vision mais totalement ça existe fantasmée. a fortiori dans les années 80, avant qu'il y ait une politique de la ville qui, justement, fabrique de la ghettoisation. Donc ça, là n'est pas la question. Moi, tu sais, souvent, Sophie, tu nous dis, tiens, c'est un film que je recommanderais à tel membre de ma famille ou que j'aimerais. Ma grand-mère, toujours ma grand-mère. Hein. Oui, non, mais pas que ta grand-mère. Moi, ce qui me séduit dans le film, c'est que je me dis, tiens,
c'est un endroit, moi, qui me donne accès, et je le dis vraiment avec beaucoup de plaisir, qui me donne accès à toute une part de rêverie, de fantasmagorie. Je suis d'accord avec toi, Nicolas, mais moi, ça me pose pas de problème. Tant qu'on l'assume, et je trouve que le film l'assume, on a le droit de fantasmer des époques, ou de vouloir plaquer sur des époques des choses. Et moi, c'est un film, tu vois, typiquement, la question ne se pose pas, parce qu'ils sont pas à Paris, on vit à quelques centaines de kilomètres les uns des autres, mais que je pourrais aller voir avec certains de mes oncles, certaines de mes tantes, mes grands-parents, s'ils étaient encore de ce monde. Et je sais gré au film, je dirais, de pas avancer en pirate, de pas me dire genre là non, je veux être un grand film, je veux raconter des choses profondes, machin. Non, d'être une évocation nostalgique d'un âge d'or, que je ne partage pas pour ma part comme étant un âge d'or, mais il me donne accès à un potentiel moment de réunion avec cette époque et avec ceux et celles qui voudraient le vivre. Je trouve qu'il le fait bien, et moi par contre je voudrais revenir là-dessus. Encore une fois, moi je considère que dans l'agencement des dialogues et leur agencement, après au montage, il y a quand même un art chez Toledano et Nakache qui est indiscutable. Moi, il y a quantité de moments, il y a quantité d'échanges, je prends un plaisir fou, parce que là, on a parlé un peu politiquement et de représentation, mais vraiment, dans l'artisanat de cinéma, là où moi je trouvais leur précédent très embarrassant, très décevant à tous les niveaux. Ouais. Là, j'ai le sentiment qu'ils essayent de reprendre, de repiquer un petit peu quelque chose qu'ils faisaient sur Tellement Proche, qui doit être leur 2e ou 3e long métrage, qui, moi, est mon préféré de très loin d'eux, que je trouve exceptionnel. Ils sont pas à ce niveau-là du tout. Non. Néanmoins, encore une fois, dans les échanges entre Camille Cotin, Louis Garrel, qui décidément n'est exceptionnel que dans la comédie. Je suis d'accord. Et Pierre Lotin, il y a des choses Pierre Lotin est super. Il est super. Le personnage de Pierre Lotin est très très amusant. Oui, et voilà, moi j'ai plein de limites avec le film. Il n'empêche, je constate que ce sont à mon sens des artisans et des orfèvres d'un certain cinéma. On va se calmer quand même. Non mais on va se calmer, Simon. Bah, non, attends, quand tu disais tiens, c'est un film standard de soir de TF1, tu n'allumes pas assez souvent TF1. C'est possible. En fait, moi je me situe entre vous deux là-dessus parce que autant je trouve qu'en termes d'écriture de dialogue, c'est vrai qu'ils sont vraiment forts. Par contre, je rejoins Nico, je suis désolé. Moi, les deux gamins, je les trouve pas toujours à la bonne place. Celle qui joue Anne-Karine, la petite fille dont est amoureux l'adolescent. C'est l'enfer. C'est compliqué. Et moi, en termes de pure écriture, mais je comprends pourquoi, je vois l'intérêt qu'ils ont, mais encore une fois, l'aîné n'existe juste pas. L'aîné n'est là que pour faire avancer le personnage à un moment donné, pour permettre de faire la liaison entre des trucs. Le personnage de Camille Cotin n'existe presque pas. Et ça je suis d'accord. Ça, je trouve ça un peu triste parce qu'il y avait des choses à raconter sur ce personnage-là et tu sens qu'ils y ont pensé, mais qu'au fond, c'est comme le père qui est le plus intéressant. Et du coup, dire que c'est un film qui se concentre sur toute une famille, c'est pas tout à fait exact. Non, c'est des mecs qui ont principalement sur le père et le petit garçon. Et on en pense ce qu'on veut. Moi, j'ai mis du temps à accrocher les wagons en vrai, Nico. Il y a eu des moments où, au début, les scènes s'enchaînaient, je comprenais pas. Et à la fin, ça m'accueillit, je sais pas par quel miracle. Mais le fait est que j'ai ressenti ça, ce truc j'ai l'impression de voir des scènes qui se succèdent et qui ne racontent pas grand chose. Et Camille Cotin, on la voit et raconte un truc 3 secondes et puis elle redisparaît. Donc c'est assez déséquilibré là-dessus. Moi, le discours final du gamin devant la glace me cringe des enfers tellement c'est mal joué, tellement j'y crois pas une seule seconde. Mais bref, néanmoins, encore une fois, je veux pas cracher sur ce film parce que j'ai pas passé un mauvais moment. C'est juste, c'est juste un film pour lequel je reconnais ne pas être le public cible du tout. Ça ne veut pas dire que c'est un film que vous ne prendrez pas du plaisir à voir. Moi, ça ne me touche pas, ça passe à côté et je suis pas la bonne personne, c'est tout. Allez donc vous faire. Est-ce que tu reconnais au moins, je dis pas que c'est une obligation, mais est-ce que tu es d'accord avec Simon et moi pour dire qu'il est quand même meilleur que les précédents? Oui, meilleur qu'une année difficile quand même. Oui, une année un peu meilleur. Une année difficile, c'était pas facile. Oui, c'est chaud quand même. Compliqué. Oui, non, bien sûr, c'est un peu meilleur. C'est un 2,5 quoi, tu vois. Voilà, sur 5. Voilà. Sur 100, c'est dur. allez donc vous faire votre propre opinion sur Juste Illusion d'Olivier Nakache et Eric Toledano avec Camille Cotin, Louis Garrel, Pierre Lotin et Simon Boublil. Et vous pourrez nous dire si vous êtes plutôt revivre les années 80 avec les gags racistes de Jean Roucas et le journal de PPDA ou vivre dans les années 2020 avec les émissions racistes de Pascal Praud et Sophia Aram. Je sais pas. Oh, bouh. Je n'ai pas cherché. Allez, 8 ans que Gus Van Sant avait déserté les salles obscures et sans avoir laissé de souvenirs impérissables quant à ses derniers longs métrages. Le voici donc de retour avec La corde au cou, mise en scène d'un fait divers bien réel, au cours duquel un emprunteur fauché décide de prendre en otage le patron de la société de courtage qu'il a floué. L'histoire se déroule en 1977 et est suivie en direct par les caméras de télévision d'Indianapolis. I'm not a rich man. I'm a poor man. And that never bothered me. But these people betrayed me. These people lure in common folk, give them a taste of the American dream, and then spit them right out.
L'accord de coups de Gus Van Sant avec Bill Skarsgård, Dacre Montgomery et Coleman Domingo, Arthur. Est-ce que là aussi c'est le retour de Gus Van Sant après le retour de Nakache Toledano? Alors, ouais. Non, là, pour le coup, c'est un vrai retour. C'est-à-dire que, en vrai, je pense qu'autour de cette table, personne n'attendait grand-chose de ce film-là, sachant que le dernier film de Gus Van Sant, c'était il y a 7 ans. 8 ans, c'était Don't Worry, Won't Get Far on Foot, qui était compliqué. Et en vrai, Gus Van Sant, ça a été un grand auteur des années 90, même des débuts des années 2000. Et puis, il a vaqué à ses occupations, il a fait ce qu'il a pu. Et vraiment, moi, je m'attendais à rien de celui-là. En plus, il a été montré à la Mostra en septembre dernier, et il y a eu très peu d'échos. Il y a eu très peu de retours sur la présentation là-bas. Ben, c'est super. C'est super, c'est à moitié un hommage à un de mes films préférés de tous les temps, qui est Un après-midi de chien de Sidney Lumet, et en même temps, c'est une vraie réflexion sur la télévision et l'impact de comment les médias peuvent permettre de créer une révolution ou pas, et en même temps, c'est pile dans les thématiques de Gus Van Sant, à savoir la solitude américaine ou l'amitié entre les hommes. Je trouve que c'est pile à la bonne place, c'est jamais prétentieux, c'est jamais trop long, c'est jamais too much, ça joue très bien. Ça joue vraiment très bien. Et c'est un peu simpliste à certains endroits et ça manque peut-être un peu de mise en scène, mais franchement, je vais pas me faire le difficile, c'est vraiment chouette. Sophie. Ouais, c'est vraiment chouette et t'as raison de souligner en amont la carrière de Gus Van Sant, parce que je pense que pour beaucoup d'entre nous qui avons passé 30 ans, ça a été un réalisateur super important, hein, notamment je pense que Elephant a marqué une génération, Will Hunting ça a marqué une génération, puis après en fait c'est qu'il a oscillé en plus entre le cinéma globalement grand public, parce que Harvey Milk ça avait été son succès aussi avec l'Oscar du meilleur acteur pour Sean Penn, et en même temps des succès d'estime très 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 critiques avec genre Jerry, donc en fait c'est un auteur très particulier, Gus Van Sant. Avec celui-là, moi en fait c'est rigolo, je vais le comparer à un film, ça va faire hurler Simon, j'ai envie de le comparer à The Drama. Genre... c'était pas un cri, c'était du vomi, d'ailleurs tu nettoieras, ça pue, pardon. Film de pointeur. Non mais en fait c'est que c'est un film qui va placer le curseur de l'empathie et de la réflexion pas là où on l'attend. C'est-à-dire que là, Gus Van Sant, il veut parler de violence, il veut parler de violence américaine, il veut parler, même s'il le place dans le passé, finalement c'est une réflexion sur le présent. Et ce qui m'intéresse, c'est que on peut toujours se poser la question de qui est le véritable coupable dans le film, qui est vraiment l'agresseur, l'agressé, et en fait ça va amener notre réflexion à tourbillonner. Et en fait c'est ça que j'avais aimé aussi dans The Drama, c'est que en fait c'est le genre de film qui va créer un vrai dialogue. Donc moi j'aime bien qu'il se base sur un fait réel, parce qu'en plus on a une suite tangible, réaliste et juridique, mais je trouve que la réflexion et l'exercice sont très réussis. Simon. C'est un film que je trouve à la fois extrêmement plaisant, moi je le recommande, hein, c'est un plaisir de visionnage à plein d'endroits, parce que on sent que le sujet, la thématique globale a dû électriser, redonner du plaisir à filmer et à narrer à Gus Van Sant, et c'est indiscutable. C'est à la fois effectivement une citation, j'ai pas envie de dire grossière parce que c'est péjoratif comme terme, mais une citation plein pot du cinéma lumétien et globalement du cinéma des années 70. Le problème, c'est que c'est adapté d'une histoire vraie, et du coup, me semble-t-il, ça limite énormément, et c'est moi mon problème avec le film, la portée du sujet, parce qu'il me semble qu'il y a un écho, et j'en reste là pour le premier tour, avec le réel, mais qu'en fait il peut pas traiter totalement du fait de rester accroché au récit, à l'histoire réelle. On va nommer l'éléphant dans la pièce. Il est un peu, enfin moi quand j'ai vu ce film, il est impossible de ne pas penser à Luigi Mangione et à ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on est face à quelqu'un qui a été floué par des usuriers et qui va vouloir rendre justice lui-même et qui va retourner l'opinion populaire, puisque l'événement est suivi, ce qui est rare en 1977, quasiment en temps réel par les caméras d'abord d'une télévision locale, et puis va finalement prendre de l'ampleur au niveau national. Moi, je suis ravi de retrouver Gus Van Sant, et je suis ravi de retrouver Gus Van Sant, pas seulement dans la nervosité de la narration, mais dans la façon dont il va composer son film par une agrégation de scènes filmées à l'épaule, de clichés. Enfin, on a vraiment l'impression, finalement, il arrive à recréer cette espèce d'illusion de plonger dans le fait divers. Et donc, il retrouve finalement ce talent de narrateur qui est capable de dérouler une histoire en l'amenant par différents angles, par différents fils, et en nous maintenant toujours en haleine.
voilà, donc moi c'est un film que je trouve très réussi, que je trouve très organique, et donc ça, je trouve ça très agréable. Et puis surtout, c'est la première fois que je me dis, putain, mais Bill Skarsgård est un bon acteur. Mais non, il est Non, toujours c'est pas que c'est bon. pas un bon mais acteur. c'est-à-dire que là, non, mais c'est c'est faire autre chose. c'est que là, Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu faire autre chose que Là- des grimaces. Voilà, c'est ça. Et là, je le vois dans un rôle qui est une forme de rôle de composition, Ouais. et dans lequel il est excellent, et où il joue pas un méchant avec un œil qui joue au billard et l'autre qui compte les points. Et vraiment, et moi, je retrouve la maestria finalement d'un réalisateur et d'un bon, peut-être pas dire d'un grand, mais d'un bon metteur en scène. Et d'un bon directeur d'acteur. Et d'un bon directeur d'acteur, évidemment. Moi, j'ai une relation que je qualifierais, mais ça compte parmi les plus intéressantes quand on est cinéphile, de très contradictoire avec Gus Van Sant. Il y a certains de ses films qui me passionnent. My Own Private Idaho est un film qui me bouleverse, et à chaque fois que je le revois, il se passe plein de choses. Elephant est un film que je trouve odieux. Jerry est un film que je trouve vertigineux de génie, vraiment, je peux pas le dire autrement. Milk également. Et puis il y a plein d'autres de ces films qui m'ennuient poliment, ou alors on va dire théoriquement qui me passionnent, comme son remake quasiment plan par plan de Psychose. Oh là là, qu'est-ce que j'aime ce film, qui pareil. personne n'a relevé. Bon, ok. Si, moi j'ai eu juste une tête de... Est-ce que tu as vraiment vu le Gus Van Sant? Bah, j'ai vu le pas- remake, oui, mais du coup d'autant moins de raisons de voir l'original. Non, mais sérieusement. Hyper drôle. Parce que moi, j'ai jamais vu Prête à le psycho de tout, Gus c'est Van super. Sant. Oui, prêt à Prêt à tout, tout, c'est pas c'est mal du un- tout. faut que je le rattrape. Mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des films de lui qui me passionnent, des films de lui qui m'étonnent, des films de lui qui m'emmerdent, et des films de lui qui m'agacent terriblement. Donc je suis toujours très curieux de découvrir ce qu'il va faire, parce que je ne sais pas où je vais tomber. Et là, il y a un truc qui m'intéresse et me touche, c'est qu'à plein d'endroits, on pourrait dire, le sujet et la matière, l'époque, comment la filmer, comment faire la photo, me semble-t-il, l'excite tellement qu'il se met un peu en retrait au bénéfice du film. Ça ne ressemble pas à d'autres films de Gus Van Sant, me semble-t-il. Même Milk, qui se situe au début des années 80, et où donc il y a aussi des jeux sur la pellicule, la photo, etc., ne lui ressemble pas du tout. Et donc ça m'excite. Mais après, voilà, et c'est ce que je disais un petit peu en préambule, bien sûr, je suis d'accord avec toi, Nico, puis avec ce qu'on a dit. Évidemment, il veut parler de notre époque, de Luigi Mangione, qui donc tue un des patrons d'une des plus grosses boîtes, d'une des plus grosses mutuelles privées américaines, sachant qu'il n'y a pas de mutuelle quasiment pas de mutuelle publique, et qui le tue tout simplement parce que ces gens tuent énormément de gens. Et se pose la question de l'éventuel, je dis bien de l'éventuel, même si j'ai ma petite idée là-dessus, héroïsme de Luigi Mangione. Et bien sûr qu'il veut faire un écho à ça. Le problème, c'est que parce qu'il nous raconte un fait divers réel, et un fait divers qui se termine de manière, on va dire, plus heureuse, ou en tout cas plus harmonieuse que l'affaire Mangione, il me semble qu'il peut pas Qu'il n'est pas pousser- fini encore, donc. Non, enfin, oui, sans oui, rien bah, dévoiler de la fin du je- film. Non, mais ne dévoilons pas la fin du film. Si on ne connaît pas la fin du fait Non, divers. bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que, alors pour le dire plus simplement, le cheminement réel du fait divers me semble que ça le limite dans sa capacité à créer des passerelles et des ponts, alors que c'est ce qu'il veut faire. Et encore une fois, je trouve le film absolument séduisant. C'est un bonheur de retrouver Gus Van Sant comme ça. J'avais presque envie de dire, mec, t'aurais dû t'inspirer du fait divers, peut-être Ouais, je plus suis que de le d'accord, raconter. Ouais. Mais je suis d'accord avec Simon, et c'est ça que je veux dire. En fait, ce qui est drôle, c'est que Gus Van Sant, là, il a dit en interview que lui, le comportement de la ICE fait que globalement, il a l'impression que l'Amérique est revenue au Far West. Donc, il parle de ce pont, même en termes d'imagerie cinématographique. Enfin, il n'a pas choisi de juste citer une époque. Il parle littéralement de l'époque qui a été la plus filmée par le cinéma américain lui-même, quoi. Et en fait, c'est ça. Je sens qu'il veut le faire, ce pont-là. Il se sert même dans sa création de personnages de cinéma au pluriel le plus ancien. Pour moi, là, vous citez lui. Purée, c'est dur à dire, hein. Vous citez Sidney Lumet. Mais c'est vrai que moi, la caractérisation de Skarsgård, ça m'a beaucoup fait penser à King of Comedy, par exemple, de Scorsese. Il y a beaucoup de réalisateurs qui se sont inspirés de ces gens qui projettent dans la télévision quelque chose, un accès supérieur à la notoriété ou juste à une qualité de vie différente. Et c'est une caractérisation purement cinématographique parce que c'est de la référence. Et en même temps, je le sens un peu engoncé. Genre,
je vois bien qu'il a envie de faire d'autres choses aussi. Il voudrait nous dire c'est comme les réseaux sociaux, ce que c'est pas tout à fait comme les Et réseaux c'est sociaux. ça, et donc du coup, il est obligé de suivre le fil narratif parce que tu sens qu'il a fait les recherches, qu'il a vu des documentaires, on sent que c'est un travail fondé et basé dans la réalité. Et donc, ça l'empêche un peu de faire de la fiction et parfois même, ça l'engonce dans un imaginaire quasi documentaire. Donc, moi, je trouve ça super et c'est vraiment pas un reproche parce qu'encore une fois, j'ai pris beaucoup de plaisir devant le film et je suis heureuse de le retrouver. Mais c'est comme Simon, genre j'ai l'impression que c'est juste un très bon film, putain. Mais mec, t'étais là, genre à pas grand chose de faire un putain de chef-d'œuvre, quoi. Genre, Arthur. Bah pour reprendre ce que disait Sophie justement, il faut savoir qu'il y a eu un documentaire sur cette histoire-là sorti en 2018 qui s'appelle Dance Man Line, je crois. Évidemment que ça a été une inspiration pour le scénariste parce que pour le coup c'est pas Vincent qui l'a écrit alors que souvent c'est lui. Là c'est Austin Colony et Austin Colony de ce que dit Gus Van Sant, il s'est évidemment inspiré. Je reviens 2 secondes sur Une après-midi de chien pour les gens qui ne connaissent pas Une après-midi de chien. Une après-midi de chien, c'est un film de Sidney Lumet qui sort en 75. 3 ans après le fait divers qu'il va raconter, donc c'est très rapide, qui est l'histoire de Sonny qui va faire un braquage avec un pote et on comprend au fur et à mesure que c'est un braquage qui a une portée quand même forte puisqu'en fait il veut de l'argent pour permettre à son compagnon de faire une transition de genre, et sauf qu'en fait ça va être une prise d'otage au sein de la banque qui va très vite être documentée par la télévision en direct avec beaucoup de gens qui vont venir le soutenir parce qu'en fait tout le monde commence à s'opposer face aux banques, donc il y a ça, et en plus il va créer un vrai lien avec les personnes qu'il a en otage, donc on est évidemment à plein d'endroits très proches de la corde au cou. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que je pense qu'évidemment, il y a des points à faire avec l'actualité, mais je pense que ce que veut raconter le scénariste et Gus Van Sant avec ce film-là, c'est aussi que qu'on prenne l'histoire de Sidney Lumet ou qu'on prenne cette histoire-là. Au final, c'est des gens qui ont été perçus parce que la télévision le permettait avec la transmission en direct, parce qu'il y a eu des gens, des hordes de gens qui voulaient les soutenir et qui étaient derrière eux. Ça pouvait ressembler à une révolution. C'est pas anodin qu'il y ait à la générique de fin the revolution will not be televised de Jill Scott Heron, qui dit que la révolution ne passera pas par la télévision. Il y a un moment qui est quand même ouf dans la corde au cou, c'est un moment où le personnage de Tony va demander à avoir une conférence de presse. Il veut sa conférence de presse et au moment où il va pour avoir sa conférence de presse, on se rend compte que le JT, il est soutenu, il est financé par une banque, et juste après il y a une pub de McDo. Et donc on comprend très bien qu'en fait ça n'aura aucun effet, ça n'aura aucun impact. Et en fait c'est peut-être là en fait qu'on peut tisser un lien sur Luigi Mangione. C'est en fait on aurait pu penser que ce geste-là allait créer une espèce de horde, un mouvement, et en fait non. Et je trouve qu'il y a un côté très difficile et dur et ancré de ce truc de est-ce que c'était vraiment un geste militant ou est-ce qu'il l'a pas fait pour lui ? Comme c'était le cas du personnage de Sonny dans Une après-midi de chien. Comme c'était peut-être le cas de Mangione. Et d'ailleurs, la référence, c'est qu'il a pris Pacino. Évidemment, ça c'est l'énorme clin d'œil. Oui, ce qu'on oublie de dire, c'est que le père de la personne kidnappée, qui est kidnappé, c'est joué par Al Pacino, qui est littéralement monstruosifié. Horrible. Qui sort pas de ses vacances alors que son fils est littéralement prise d'otage, qui bouge pas alors qu'en un mot il peut arrêter la situation et qui ne le fait pas par pur ego, par pur. Donc c'est vraiment l'anti Al Pacino de Lumet. Donc il y a plein de liens tissés comme ça. Moi je trouve que quand même politiquement le film raconte quelque chose. Ah, j'ai pas dit qu'il racontait pas quelque chose. J'ai dit qu'il pouvait pas aller au bout de son propos. C'est pas pareil. Moi, si je devais mettre une petite réserve pour aller dans le sens de Sophie, c'est que tout ça est quand même très propre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu, je veux dire, que ce soit Skarsgård dont on découvre que quand il a pas du maquillage de clown et encore une fois un œil qui dit merde à l'autre, quand même, je retrouve son frère. C'est la première fois que je retrouve du Alexandre dans Bill, vraiment pour la première fois. Ah, t'as raison. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ou Coleman Domingo qui joue donc cette hausse de radio avec la voix extrêmement suave. Il est très beau dans le film. Oui, et tout ça a une sorte de vernis esthétique qui me semble paradoxalement contrevenir un peu au propos global que Gus Van Sant voudrait faire de l'incursion réaliste avec la multiplication des points de vue. C'est un peu de giga pleasure 70 show, voilà, ultimate all you can eat. Tout à fait. Et c'est peut-être là qu'il y a un petit hubris esthétique qui moi me fait décoller légèrement du film. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, ça me dérange pas. Et en même temps, je trouve qu'il réussit quelque chose qui est pas évident, c'est qu'il voulait tourner en pellicule, il a pas eu le budget pour. Donc il a tourné que en numérique, et du coup sa vraie réflexion à Gus Van Sant, il l'explique dans une interview que j'ai pu lire, comment transformer cet outil numérique en quelque chose qui pourrait être semblait être vraisemblable par rapport aux années 70.
Bah à ce niveau-là, je trouve qu'il y arrive. Après, oui, t'as raison. Il y a une espèce de volonté de. Ça fait un peu musée par certains moments, mais en même temps, je sais pas. Son appartement, il est aussi cracra. On voit que les gens. Enfin, Indianapolis, c'est pas une ville qui semble forcément. On est en hiver, c'est un peu. Ouais, bon, bref. Tu vois, il y a un truc. Indianapolis, c'est toujours l'hiver, ceci dit. C'est vrai. Non, et puis moi, il y a un truc que j'aimerais rajouter, c'est que je disais en introduction que il reprend les thématiques de Gus Van Sant. Gus Van Sant, je l'ai dit, c'est souvent le cinéma de la solitude en Amérique. Vous voyez, Drugstore Cowboy, c'est la solitude dans la drogue. Ma Private Idaho, c'est la solitude errante. Et en fait, si on prend tous ces films, c'est des sujets qui sont là, mais aussi le sujet de l'amitié. Et c'est pas évident, je trouve, de raconter le lien qui peut se créer entre un kidnappeur et un kidnappé. C'est subtil. Oui. C'est pas gros sabot. Et pourtant, il y a un truc qui se passe dans des petits bouts de dialogue, dans un jeu de regard, dans l'attitude que peut avoir ce gars-là qui est quand même très bizarre, parce que d'un côté il va être surexcité quand le mec de la radio qui est joué par Colman Domingo va lui répondre, et en même temps il peut être très en colère dès que la police s'approche trop, et puis en même temps il va lui servir un verre de lait, ce qui est vraiment le propre des psychopathes. Enfin, il se crée un vrai lien. Oui, c'est vrai, ça se ressemble. Mais en tout cas, il se crée un vrai lien, et je trouve qu'en fond, il y a quand même cette question de est-ce que des gens qui sont aussi éloignés peuvent se retrouver. Et moi, je trouve que, et je m'arrêterai là, mais à travers la piste de réflexion qu'amène Gus Van Sant sur, en fait, ce pauvre mec là qui se fait kidnapper, il est tout aussi l'otage de son père que le mec qui vient de le kidnapper. Ils sont tous les deux victimes du même paternel. Est-ce que c'est ça peut créer un lien entre les deux? Il va creuser cette piste pas longtemps, mais je trouve que ça permet d'amener un truc supplémentaire. Bref, moi je trouve que le film est beaucoup plus malin que ce qu'il n'en paraît. Je suis triste parce que ce sera encore un flop, et si vous penchez sur le box-office de Gus Van Sant, c'est terrible. C'est un truc de ouf. Genre, il a 4 ou 5 films qui ont marché sur toute sa filmo. Harvey Milk Will Hunting en numéro 1, Harvey Milk en numéro 2, et après ça se casse la gueule, c'est terrible. Sachant que lui, il a coûté 20 millions, hein. Donc c'est pas énorme, mais je crois qu'il n'a même pas rapporté 10. Alors pour l'instant, en recette monde, on est à 2 236 000 $. Voilà, j'ai le box. Alors que Harvey Milk a rapporté 54 millions. Mais ça reste. C'est pas énorme non plus. Mais c'est un réalisateur d'auteur avec une toute petite audience. Allez donc augmenter le box-office, si vous le souhaitez, de la corde de cou de Gus Van Sant, que nous avons globalement bien aimé. Est-ce que c'est un home run ou pas? Ah oui. Un petit. C'est un maison course. Avec Bill Skarsgård, Okay. Dacre Montgomery et Colman Domingo, et vous pourrez nous dire si vous êtes plutôt prendre en otage l'enfoiré de banquier qui vous l'a fait à l'envers, ou prendre à l'étage le banquier enculé à l'endroit. Ah. C'est pas la même. Le sens. 2 puis 1. De Gore Verbinski, on retient surtout les 3 Pirates des Caraïbes pour Disney, ainsi qu'une adaptation assez réussie du film japonais The Ring. Mais depuis quelques années, le réalisateur américain enchaîne les déconvenus, 9 ans depuis son dernier et non mémorable thriller horrifique Cure for Wellness. Le voici donc de retour avec une comédie de science-fiction version voyage dans le temps, dans laquelle Sam Rockwell revient du futur pour sauver l'humanité du nid à maléfique, le tout en partant d'un diner un peu pourri de Los Angeles. Il va vous donner tout ce que vous avez toujours voulu. Mais au final, ce sera un gros mensonge. Je viens du futur! Les choses vont pas bien se passer pour vous dans le futur. Ce soir, on a une chance. Dans ce resto, nous avons la configuration parfaite de gens qui peuvent sauver l'humanité. Good Luck, Have Fun, Don't Die de Gore Verbinski avec Sam Rockwell, Allelou Richardson, Zazie Beetz et Michael Peña. Sophie, est-ce que tu as été emballée par ce petit trip temporel? Non. Merci Sophie. On a dit qu'on faisait des premiers tours de table courts. Mais non, tu peux développer un tout petit peu. Bien sûr. Non, parce que déjà, il faut savoir, tu l'as dit, la carrière de Gore Verbinski, elle est pas terrible. Et en plus, moi, je l'aime pas. Genre, j'aime vraiment pas son cinéma. Je pense que le film de lui que je préfère, c'est peut-être La Souris. Un de ses premiers longs métrages qui était un tour de force en termes de mise en scène et qui est un film pour enfants super fun, vraiment très cartoonesque. Je suis pas une grande fan à la revoyure de Pirates des Caraïbes. À part le 2, je trouve que globalement, ça a pas mal vieilli. Je trouve que The Ring, c'est globalement vert, et Cure for Wellness, c'est dégueulasse. Donc voilà. Donc, par contre, pour être positif, je trouve que c'est quand même mieux que Cure for Wellness, et c'est bien mieux. Le souci, c'est que je trouve que ce long métrage n'est pas construit comme il faut.
Je trouve que ça commence par un long segment qui fait un peu web-série fauchée pour finir sur une succession d'épisodes de Black Mirror, mais qui sont pas bien imbriqués. Arthur. Alors, j'en sors tout juste. Et je sais pas encore bien où me positionner, donc j'ai hâte de vous écouter parce que je crois que je suis un peu Team Sophie. Je crois que je rejoins un peu Nico quand même parce qu'il y a quand même une ambition, il y a quand même une volonté ça peut me plaire, c'est ambitieux. Encore une fois, il a un tout petit budget, il réussit à faire quand même plein de choses. C'est quand même le seul artiste qui réussit à faire des VFX qui ont de la gueule avec 3 francs 6 sous. Il y a quand même des trucs, n'importe qui aurait fait une créature chat gigantesque, ça aurait été immonde et dégueulasse. C'est immonde et dégueulasse. Je suis pas d'accord. Moi, je trouve vraiment qu'il y a une réussite dans les effets spéciaux. En tout cas, je trouve il y a une volonté esthétique qui est très généreuse. Le problème, c'est que je rejoins Sophie. La construction est très bizarre. Effectivement, on a l'impression de voir 4 épisodes de Black Mirror au milieu d'un truc un peu gloubi-boulga. Et surtout, moi, je comprends pas trop le commentaire qu'il veut me faire sur notre époque. Et si je le prends un peu au pied de la lettre, c'est un film que je trouve assez réac à plein d'endroits. Peut-être à raison, mais je comprends pas trop ce qu'il veut me dire. Et je suis pas sûr que ce soit un film qu'il faille traiter comme étant juste un divertissement fun et de la SF un peu barjo. Je pense qu'il veut raconter quelque chose, c'est quand même gros et appuyé. Mais je sais pas encore bien où me positionner. Non, moi j'ai passé plutôt un assez bon moment. Je trouve que c'est plutôt un bon divertissement. Je trouve que c'est un film malin et c'est un film mal poli. Et donc moi, les films mal polis, ça me fait toujours plaisir parce que c'est quand même un film qui va vous dire que nous sommes tous débiles, nous avons été complètement abrutis par nos téléphones portables, qu'on n'a plus aucun lien social et que les adolescents sont grosso modo des zombies dévoreurs de chair. Donc ça, moi, ça m'amuse assez. Ensuite, effectivement, c'est certainement un film un peu maladroit. Moi, je trouve que c'est... Alors, contrairement à ce que tu dis, Arthur, je pense pas que le message de Gore Verbinski soit transcendant ou aille très très loin, si ce n'est de nous dire, effectivement, l'IA nous rend un peu cons. Je crois pas que ce soit un truc de boomer que de dire que le téléphone, que les réseaux sociaux et que l'IA nous rendent un peu cons. Je pense qu'on peut être globalement tous relativement d'accord là-dessus. En tout cas, Trump, ça le rend très intelligent. Non mais voilà, je veux dire, je pense pas que le message politique soit beaucoup plus poussé que ça. En revanche, moi, ce que j'aime, c'est que c'est un film mal élevé. C'est un film mal élevé à plein d'endroits, comme son héros principal qui arrive dans son espèce d'imperméable en plastoc avec des fils reliés qui ressemblent à un clodo et qui vient marcher sur cette société américaine bien policée où plus personne ne réfléchit, où plus personne ne se parle d'ailleurs puisque tout le monde est bloqué sur son téléphone. Et à partir de là, on part sur une sorte sur un trope du cinéma de science-fiction qui est le retour dans le passé pour changer le futur et que Sam Rockwell pour le coup tient assez bien comme pivot ce personnage déglingué et avec un tempo comique qui moi me séduit relativement. Ça reste un bon divertissement, c'est pas beaucoup plus que ça, mais moi je passe un bon moment et puis encore une fois je dois dire que voir un chat centaure géant éjaculer des paillettes mais c'est horrible, ça m'amuse beaucoup. C'est horrible, je voulais pas voir ça, Et maintenant moi je veux voir le film. Non mais pour regarde le coup, l'extrait quoi, genre ça suffit. Pour le coup, ça je trouve ça intéressant. C'est vraiment la matérialisation du brain rot. Il y a un truc qui est quand même qui est pas inintéressant. C'est un des rares Il pourris, sert à brain rot, tu quoi vois. ce chat, genre Mais je suis désolée, mais c'est juste une image de laideur pour dire oh ouais, là l'IA t'as fait des trucs laids, mais du coup je vais faire un truc laid comme l'IA. Franchement, c'est utiliser, genre vraiment, c'est dire regardez, c'est moche, du coup je fais un truc moche pareil. Genre en mode mais c'est le niveau zéro de la réflexion. C'est le niveau mais c'est zéro. drôle, genre, Sophie. Non, c'est pas drôle, si, je voulais moi, pas je trouve voir ça une drôle. tête de chat géant qui éjacule des paillettes. C'était pas dans mon bingo de cinéma de vie, ça. J'en avais pas la envie. surprise alors. Tu aurais dû le mettre dans ton bingo. Non, je veux pas. Moi, j'ai une petite question pour vous, parce que j'aime diversement les propositions de Verbinski. Néanmoins, il y en a plein qui m'intéressent. C'est quelqu'un qui s'est cassé les dents en travaillant des années durant sur une adaptation du jeu vidéo BioShock. C'est quelqu'un qui s'intéresse aux jeux vidéo et à l'informatique, qui a peut-être un regard de boomer dessus. Moi, encore une fois, j'ai pas eu l'occasion de voir le film. Mais néanmoins, c'est un sujet qui l'intéresse. Est-ce que vous retrouvez des morceaux d'adaptation de jeux vidéo, des morceaux de jeux vidéo dans le film ? Le film est un grand die and retry. C'est-à-dire Oui. qu'on te explique que ça fait 117 fois qu'il revient dans le passé et qu'il essaye de trouver le groupe parfait qui devrait le permettre d'arriver jusqu'au boss final. Donc c'est exactement ça. Mais c'est une seule partie. Mais je dirais que c'est ça, mais pour un peu caractériser les personnages qui vont constituer l'équipe, on a 4 gros flashbacks de 15-20 minutes en fonction des... Parfois plus. qui cassent un peu cette dynamique jeu vidéo là. Le film fait 2h15. C'est trop long.
C'est trop long. C'est trop long. Moi, sincèrement, je vous trouve un peu dur. Je trouve que c'est Non, mais je préfère c'est du Gore Verbinski dans le sens où, encore une fois, c'est pas un divertissement transcendant, mais moi, déjà, je trouve que il a quand même, et notamment grâce à Rockwell, il y a quelques scènes et il y a quelques moments de comédie absurde, moi, que je trouve vraiment fonctionner plutôt bien. Moi, je dirais que c'est l'incipit, l'introduction dans le diner qui traîne un peu des pattes, qui traîne un peu des pieds, qui est un peu longue et qui du coup... C'est théâtral. Mais je trouve qu'à partir du moment où on commence à sortir et à rentrer dans cette espèce de logique absurde, qui est vraiment une logique, pour le coup, comme le disait Simon, de jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on va avoir des épreuves qu'il va falloir surmonter, et est-ce qu'on a pris la bonne équipe, comme dans Baldur's Gate 3, pour pouvoir arriver jusqu'au boss final. Et je trouve que le film repère un peu sur sa scène de conclusion finale, qui est un peu épaisse, qui est un peu lourdingue, et qui n'apporte pas grand-chose au divertissement global que représente le film. Mais néanmoins, je passe vraiment un très bon moment de divertissement, et si c'était le b.a.-ba du divertissement fun, de la comédie science-fictionnelle... Fauchée mais ambitieuse. Qui n'est pas non plus une comédie science-fictionnelle à très très gros budget, moi je serais vraiment très très content d'avoir ça comme socle de base, quoi, Sophie. C'est pas honteux, attention, hein. J'ai pas une haine contre le film, contrairement à ce que vous pouvez imaginer. C'est juste qu'il y a des choses qui m'ulcèrent dans le film, mais fondamentalement, en fait, j'aime bien, vous avez raison, j'aime bien ce ride. J'aime bien le personnage de Sam Rockwell, j'aime pas trop Sam Rockwell dans le film. C'est-à-dire que je le trouve one note. Il ne fait qu'une expression pendant tout le long. Il fait Sam Rockwell, quoi. Enfin, il fait le personnage de Sam Rockwell un peu. Mais ça me fatigue, et le truc, c'est que si c'était que lui, mais je trouve que tous les personnages, et pourtant il a vraiment un A-cast list que j'adore. Genre, on a parlé de Zazie Beetz il y a pas longtemps, qui est Beetz, qui est incroyable, qui est une actrice formidable. Je trouve que son personnage est osef et très peu caractérisé. Il y a Juno Temple, qui est une actrice pareille, que j'adore, qui est capable de tout jouer. On l'a beaucoup vu dans Ted Lasso, mais de base c'est une actrice qui vient plutôt du cinéma indé. Et pareil, genre elle est juste une maman, et c'est dommage parce que pareil, son segment m'intéresse, il travaille le deuil, il parle de tuerie de masse, il y a quelque chose dedans, sauf que j'ai vu un épisode de Black Mirror qui est mieux. Genre j'ai littéralement vu un épisode de mettre la mémoire de quelqu'un dans un autre corps qui est mieux que celui-là. Et donc en fait je trouve ça dommage parce que pareil, il me parle de tout un système industriel qui remplace les gens. Genre c'est énorme ce qu'il essaie de nous poser en 15 minutes. Du coup il le rush et du coup ça foire. Parce qu'après, dès qu'on revient dans la narration principale, j'ai très envie que ça aille vite parce que ce ride-là, il est super cool, sauf qu'il a le cul entre deux chaises. D'un côté, il est obligé de caractériser ses personnages, sinon c'est de la chair à canon, on s'en bat les couilles. Et en même temps, il se sent obligé de les insérer dans cet univers qu'il n'a pas eu le temps de placer alors que son incipit est trop long. Du coup, le film est super débalancé. Moi, je trouve que 2h15, c'est soit il fallait faire un truc vraiment plus long et être plus ambitieux, mais il n'avait pas les thunes, soit tant pis, tu resserres et tu vas un peu plus dans... T'y vas un peu plus. Genre, allez, c'est bon. Et pareil, moi, c'est dommage parce qu'on parlait du budget. Il y a un moment, je me suis dit, c'est ça que j'aime chez lui. Et c'est ça que je vois plus dans son cinéma depuis un moment. À un moment, il y a un espèce de petit robot qui est animé comme de la stop motion. Genre vraiment qui est très Ray Harryhausen effect. Image par image, qui est super. Sauf que c'est au milieu d'une espèce de bouillasse numérique dégueulasse, juste après cette espèce de chat. Donc parce qu'encore une fois, c'est pas un spoil, on s'en bat les couilles. Il y a un chat de 6 mètres dont le cou est celui d'une girafe qui est composé de têtes de chat et il a un corps de centaure et il éjacule des paillettes. Et avec plein de chats qui miaulent dans son cou. Pourquoi ? Genre vraiment, j'ai l'impression que là, d'un coup... Vraiment, c'est la matérialisation du n'importe quoi d'Internet, tu vois. Ouais, c'est ça, du brain rot de l'IA. Du brain rot de l'IA, en fait. Enfin, ça. Non, pour le coup, moi, je trouve que c'est une des bonnes idées qu'il a à ce niveau-là. C'est un des endroits où je vois qu'il n'est pas entièrement juste un vieux con. Moi, le problème que j'ai, et je rajoute une petite pièce à la machine, parce que je suis pas entièrement d'accord avec toi, Nikos, il dit pas juste on est bête face à nos portables. Il le prend, il prend un stabilo, il surligne 3, 4, 5 fois, puis d'un seul coup ça traverse la page, donc il écrit sur la page d'après et sur la page d'après, et c'est vraiment un vieux con qui crie dans la rue en disant « Vous êtes tous des cons les jeunes !» J'ai vraiment l'impression de voir ça comme discours là, parce qu'en fait il n'a de cesse de me dire le doom scroll c'est débile, bah ouais.
Oui, mais le Doomscroll, mais en c'est fait, débile. j'ai compris en 5 minutes. Sur ça, quoi, J'ai genre compris en 5 entier. minutes. Pas besoin de me faire 2h15 Le entièrement film fait n'est sur pas ça. sur le Doomscroll, n'exagérons rien. Enfin, Le film est sur le danger de l'IA qui nous enferme dans nos portables. Littéralement, c'est ça le film. Donc du coup, Sous l'appareil d'un wannabe Terminator cheap, etc. Je veux dire, c'est ça qui raconte en creux. Donc 2h15 pour me raconter. C'est quand même une comédie. C'est pas un film qui se prend au sérieux. Eh ben, je sais pas. Qui rigole de ça, et qui rigole de nous, et qui rigole de les segments Black Mirror, les flashbacks, ils sont quand même très premier degré. encore une fois, celui Le de raid Joe- est très fun, je suis d'accord avec toi. Ouais. Le reste du film, il est genre, très sérieux, il le est segment, très le ancré, segment quoi. de Juno Temple, il est pas drôle. Hein. Ah, il est pas drôle du tout, hein. Et celui avec les profs non plus, par ailleurs. Hein. Il est pas drôle non plus. Hein. Eh ben moi je trouve que cet humour, le segment de Juno Temple pour raconter, c'est le segment d'une mère dont le fils est mort dans une tuerie de masse. Ben moi je trouve. Merci. mais sauf que la façon dont il traite et la façon dont d'un seul coup la tuerie de masse n'a plus de sens parce que on peut faire cloner ses enfants et les récupérer. Ben en fait je trouve ça très grinçant et moi je trouve ça assez culotté. Je trouve ça assez culotté de le traiter comme ça. Ouais, Et mais moi, du coup, je me demande si de tous les segments de flashback, c'est pas celui qui m'intéresse le plus. Mais moi aussi, c'est celui qui m'intéresse le plus, mais pas en 15 minutes. Du coup, c'est là que je parle, il y a un déséquilibre. Eh bien, allez donc vous faire votre propre idée et voir Good Luck, Have Fun, Don't Die et ne plus jamais regarder les paillettes de la même façon. C'est un film de Gore Verbinski avec Sam Rockwell, Lou Richardson qu'on avait vu dans la saison 2 de White Lotus, qui était très bien et qui est une sorte de clone de Florence Pugh. Zazie Beetz, qui était excellente dans We All Need to Die. Dans They Will Kill You. They Will Kill You. Ah, no, We All Need to Die, c'est un autre film qui est incroyable d'ailleurs. Ah ouais, bon, bref, c'est un autre film d'horreur absolument fou avec une créature finale. Ils sont tous les mêmes titres, hein. Ils sont générés en IA, c'est sûr. Et Michael Pena. Et vous pourrez nous dire si vous êtes plutôt retourné dans le passé pour sauver l'humanité d'une IA maléfique ou faire comme Mark Zuckerberg et demander à l'IA de faire un double de vous pour que vos employés puissent vous contacter jour et nuit. Ah, le monde va bien. Qui n'a jamais rêvé... Toujours pas de blague, pardon, excusez-moi, Quelle blague, pourquoi? Moi, est-ce que ça te donne envie de rire, vraiment? Est-ce que ta consommation d'Instagram te donne envie de rire? Tu es détestable. Moi, pas du tout. Qui n'a jamais rêvé d'un service de livraison, non pas de nourriture ou de stupéfiants, mais de grosses torgnoles dans la gueule? Un différent avec un voisin, avec un ou une ex, avec un patron. Pour un petit bifton, vous pouvez envoyer un mastodonte lui coller des beignes. Avouez que c'est tentant. C'est en tout cas le point de départ du nouveau film de Julien Royal, Bagarre, le film bien nommé. Une comédie où tout est dans le titre avec Nassim Liès aussi affûté avec les poings qu'il est émoussé avec le cerveau. Reste pas là, Bougnoul, t'as perdu des plumes. Ah, vous êtes raciste? Oh que oui. T'as vu le plagiste, comment il est incroyable, hein? Non, mais j'avoue, il est frais, ça. Ah ouais. Par contre, il est super con, je lui ai parlé tout à l'heure, il a 2 neurones. Non, je comprends jamais les blagues des gens. Chaque fois qu'ils m'enfoncent, je me force à rigoler, du coup. Je fais un truc du genre... Bagarre de Julien Royal avec Nassim Liès, Ramzi Bedia, Marina Foïs et Anaïd Rosam. Simon, est-ce que tu as aimé cette petite comédie de coups de latte dans la gueule? C'est une comédie qui fait un pari qui me semble, sur le papier, assez osé et passablement improbable. C'est quelque part de raccrocher les wagons d'un truc qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, qu'on pourrait appeler le Golio Cinematic Universe, à savoir les Sous-doués et les Sous-doués 2. C'est-à-dire, on fait un film de débiles, pour les débiles, par les débiles, sur des débiles, avec des débiles. Et en même temps, de faire un film, non pas d'arts martiaux, non pas d'action, mais de baston, comme pouvaient l'être les films de Bud Spencer. Ça n'a aucun sens de vouloir rassembler. C'est un film de torgnole, c'est un film de grosses mandales, c'est un film de cascadeurs d'ailleurs, parce que la plupart des comédiens et des acteurs et des actrices qui jouent les combats sont des ça n'a cascadeurs. Aucun sens de vouloir réunir ces deux sous-genres mystérieux. Ça n'a aucun sens, mais qu'est-ce que c'est bon. Oui, moi je l'ai vu et mais quel plaisir. Je me suis bidonné comme un gamin. Et vraiment, c'était mal parti parce qu'il faut dire que le premier quart d'heure est vraiment teubé. C'est une photo très colorée, très criarde. Il y a le premier caméo d'Audrey Lamy qui va disparaître avec des seins dont on ne comprend pas très bien comment, à ce point-là, le push-up peut être... Le niveau, même la vulgarité est distinguée par rapport à ce qu'on voit. Et puis petit à petit, le film se met en place dans cette espèce d'humour, de slapstick, de torgnole, d'imbécilité, mais stratosphérique, et c'est hilarant. Le tempo comique est délirant. Il y a vraiment un gag à la seconde, et moi, quelque chose que je voudrais dire, c'est que Nassim Liès, qu'on aime beaucoup, qu'on avait aimé dans les films d'action, moi je ne connaissais pas ses comédies précédentes. C'est-à-dire quand on est quand on est Nassim Liès, c'est-à-dire un mec quand même canonissime,
musclé, enfin je veux dire qu'il y a vraiment une espèce de beau gosse total, de jouer le crétin, mais vraiment absolu, qui en plus a une caractéristique qui est un gag récurrent du film, c'est qu'il pue des pieds au point tel que quand il lève ses chaussures, les gens vomissent. C'est vraiment d'une telle bêtise que c'est... Enfin, moi, j'étais comme un gosse, mais vraiment et littéralement comme un gosse devant les films de Bud Spencer et Terence Hill. C'est-à-dire que c'est un film de mandale, c'est un film de... Mais c'est une vraie comédie aussi. aussi. C'est une vraie comédie débile et c'est hilarant. Bah, il faut dire pour les gens qui connaissent que c'est réalisé par Julien Royal, qui avait déjà fait tourner dans son tout premier film Nassim Niasse dans En passant pécho. Voilà, tout à fait. Donc, adaptation de sa web série qui a été reprise sur Netflix. Oui, et puis moi, ce qui me frappe, si tu veux, c'est que tu l'as dit, Nassim Niasse, il est gaulé comme le PIB de la Californie, mais tout le film techniquement est comme ça. C'est-à-dire que oui, c'est une photo très colorée, un peu surex, on pourrait dire presque sur-instagramisée, mais en fait non. Elle est très travaillée, on réfléchit quelles sont les zones de lumière, comment on travaille la netteté, voire l'hyper-netteté. Dès qu'il y a un petit peu d'action, on réfléchit à est-ce qu'on est en vitesse réelle, est-ce qu'on est au ralenti, littéralement, quelle focale, quel angle on utilise pour maximiser soit les corps, soit l'effet comique, soit les deux. Le film me paraît inarrêtable et surpuissant à ce niveau-là. Et en fait, tout simplement, moi, il illustre un truc dont je suis intimement convaincu, c'est que pour faire une comédie bourrino débilos, où effectivement on va avoir du vomi parce que ça pue des pieds, on va avoir un petit chien qui va crever, on a Marina Foïs en vétérinaire raciste évidemment, et elle n'est pas la seule, où on a toutes ces outrances et toutes ces débilités. Et Ramzi Bedia qui est super aussi dans un club de... Parce que donc l'idée c'est que Ramzi Bedia tient un club qui est Allo Baston, qui est Allo Bagarre. Qui est comme Allo Apéro, voilà, mais pour mettre des torgnoles. On ne sert pas des verres, on te sert des pains. Et en fait, pour réussir à être drôle avec de la débilité, de la grossièreté, et vraiment être drôle, en fait ça demande beaucoup de finesse, beaucoup de maîtrise et beaucoup de travail. Et moi je trouve, mais le film est un des truc qui m'a fait le plus rire ces dernières semaines, ces derniers mois avec Alter Ego, et qui vient illustrer un truc mais qu'on se dit souvent à ce micro et en dehors, c'est que maintenant ça fait quelques mois, sinon 2-3 ans, qu'il y a une versatilité, une liberté qui s'exprime dans le cinéma français. Enfin, regardez ces derniers mois, je viens de dire Alter Ego, mais pensez en termes de proposition et de mise en scène, Sans pitié, pensez L'homme qui rétrécit, pensez Gourou, pensez mais même Chien 51, c'est des films, on sera pas tous d'accord dessus, ils sont de réussites diverses, mais des genres, des ambitions, des envies de cinéma incroyablement différentes. Et vraiment, moi je sais pas aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de pays dans lesquels un film comme Bagarre est possible à produire, et à produire avec ce niveau-là de travail et de qualité. C'est un bonheur, mais absolu. Bah, de ce que j'entends, de ce que vous dites, on dirait un peu les comédies américaines des années 2010 à la... C'est un peu justement... Alors moi je te dirais vraiment... En vrai, mec, elle est où ta caisse? Bientôt vous saurez. Mais non, moi je te dirais... Non, mais c'est pas bête comme comparaison. C'est pas bête, mais moi je te dirais vraiment encore plus que ça. Les productions italiennes des années 70-80, quoi. Ah ouais, d'accord. Vraiment complètement folles, complètement décomplexées, et qui avaient une idée absolue et cardinale qui est de faire plaisir aux spectateurs. C'est ça qui est fou, c'est-à-dire que moi je découvre vraiment le talent d'acteur et le talent comique de Nassim Niasse. Enfin, vraiment, le type est désopilant contre... Il joue en permanence contre son camp, c'est-à-dire contre son image. Enfin, je veux dire, on apprend très vite, par exemple, qu'il a un œil de verre. Je veux dire, il se défigure en permanence, il ressemble à rien, il se fout de sa gueule. Ça demande... Enfin, je veux dire, quand on est Nassim Niasse et qu'on est, l'avion de chasse qu'on est, je veux dire, il faut quand même un certain degré d'autodérision pour se ridiculiser. Et de maîtrise de son autodérision, parce que réussir à être ridicule quand on est gaulé comme ça a l'air tout con ce que je dis, mais vraiment, à se rendre ridicule et hilarant quand on ressemble quand même à un deltoïde humain, ça va pas de soi. Et je voudrais ajouter quelque chose qui va aussi au crédit de Bagarre. On peut penser, moi ça me fait penser un peu à Bézanville, dans un genre très très différent, mais sur la photo un peu clinquante, sur l'image un peu colorée, un peu flashy, et sur un humour sur un humour sans concession sur sa nature même. Bagarre, c'est un film, ce n'est pas un film que de slapstick et que d'humour de grosses torgnoles, c'est un film de dialogue. Les dialogues sont ciselés et les vannes tombent les unes après les autres. Psartek les abdos, tu vas quand même mettre un t-shirt. C'est vraiment... Enfin, moi, je me suis mais vraiment tapé sur les cuisses de rire. Donc, franchement, bravo. Enfin, moi, c'est vraiment la lourdeur en débardeur. Vous ne pensez vraiment pas que vous allez voir quelque chose de très distingué. Mais putain, mais qu'est-ce qu'on se poile, quoi. Franchement...
Vraiment, moi je suis épaté, d'autant plus quand on sait que Julien Royal est le fils de François Hollande et Ségolène Royal. On le salue bien bas, mais enfin je veux dire, tu sais, on n'imagine pas que François Hollande et Ségolène Royal, mais il s'est passé des choses. Il s'est passé des trucs pour générer ce type d'humour qui est vraiment un humour. Ça se passe à Marseille, vraiment, qui est un humour de schlag. Non mais c'est vraiment un humour de schlag total, et c'est à pisser de rire quoi. Est-ce que c'est un Nepo Baby du coup? Ah bah oui, c'est dur de... Oui, bah là t'es Nepo, t'es même Nepo du pouvoir, hein. T'es même pas Nepo de la culture. Tu es genre... Oh, mais bon, il y a du bon dans le Nepo des fois. Des fois. Allez donc jeter un œil à Bagarre et soutenez aussi ces petites comédies parce que je suis pas sûr qu'ils soient si bien distribués que ça, et franchement vous allez passer un bon moment, ça dure 1h30 et c'est vraiment hilarant. C'est un film de Julien Royal avec donc Nassim Liès, Ramzi Bedia, Marina Foïs et Anaïd Rosam qui est aussi très très drôle, qui est une sorte de double de Nicole Ferroni. Non mais elle a un truc de Nicole Ferroni très fort. Moi je me suis dit mais c'est sa sœur. Bon, bref, peu importe. Et elle est absolument hilarante. Et puis vous pourrez nous dire si vous êtes plutôt pour résoudre vos problèmes Mandal Delivery ou Médiateur de la République. Pas du tout, pas tout à fait, parfois pas la même chose. Bref. Allez, pour finir, elle est vieille, elle est toute sèche, elle sent le moisi, elle est très méchante. Et non, ce n'est pas moi, c'est la momie. Elle revient encore, elle se réveille même cette fois, c'est con, et c'est pas mal la grasse mat parfois. Il est très important que vous soyez pleinement préparé à ce que vous vous apprêtez à voir. Pas de gestes brusques. Ni de bruit fort. Salut mon papa Pillon. C'est papa et maman. Le réveil de la momie de Lee Cronin avec Jack Reynor et Laia Costa. Sophie, qu'avons-nous pensé de cette momie version 2026 ? Alors, déjà, le film m'a appris que j'étais très, très, très fatiguée. Pas à ce point-là, pas comme dans le film, mais vraiment très fatiguée parce que je faisais mes petites recherches. Je dis, Jack Reynor. Et puis je fais, oh putain, c'est le mec de Midsommar. Et voilà, je l'avais pas reconnu du film. Sing Street. Mais, oui, non, mais... Oui. Midsommar, genre c'est Sophie Midsommar, voilà, et genre je l'ai pas reconnu, et pas parce qu'il est méconnaît, juste il a la même gueule que d'habitude. Donc le film m'a appris ça sur moi-même, et c'est toujours bien quand un film est le miroir de ta fatigue. C'est hyper fun. J'ai des réserves sur le film. Je trouve que c'est un peu trop long. 2h15. 2h15, c'est un peu trop long. C'est comme le Gore Verbinski. Je pense qu'il y a un bon quart d'heure à raboter. Mais d'un côté, ça va aussi avec la générosité du film. C'est du vrai cinéma d'exploitation. C'est, en gros, pour le résumer, c'est ce que je disais à Arthur quand on allait voir le film, c'est une bisserie avec des thunes. Et une bisserie avec des thunes... C'est du cinéma B. C'est vraiment un film, c'est vraiment... Et ça s'est inspiré de toutes les références, notamment de cinéastes fauchés. Ça fait beaucoup de références à Evil Dead, hein. D'ailleurs on en parlera, mais le réal avait réalisé un remake d'Evil Dead à chier, mais on sent que là il avait vraiment envie, et genre ça se sent et c'est cool. Simon, est-ce que tu as su dénombrer le nombre de canopes? Bah voilà. Canop qui rime avec Fallope. Nyctalope. Exactement, c'est une sorte de vase usité chez les anciens Égyptiens et qui servent surtout à recevoir les entrailles des momies. Oui, tu savais celui-là. Bravo. Eh bien, heureux et heureuse soyez-vous, vous qui nous écoutez, car à travers moi, vous voyez la lumière. Je vous l'annonçais il y a peu, n'écoutez pas les hommes et les femmes de peu de fois autour de ce micro. Le Evil Dead de Lee Cronin, il est bien. Et la preuve, il annonçait que du bien. En fait, ce film, c'est comme le boudin. Le boudin, ça sent fort, c'est fait avec des trucs... L'andouillette. Ça marche aussi, mais c'est comme un sandwich boudin en douillette. Oh. Ça sent fort. Si on le mange tiède, on peut être malade. Quand on découvre ce qu'il y a dedans, on fait bah, et en même temps, quand on le mange, on fait oh. Voilà. Arthur, je sais pas s'il a aimé ou pas. J'arrive pas à comprendre ce qu'il vient de me dire. Après, moi j'aime bien le boudin, donc je pars du principe qu'il a aimé. Ouais, il a aimé. On l'a vu Bah, ensemble, donc je peux te dire qu'il a bien aimé. En fait, c'est super bon, mais c'est quand même fait avec des tripes et du sang, quoi. Non, moi je trouve ça super. Et j'étais en train de regarder un peu la liste des derniers films d'horreur dont on a parlé, et je crois que ça fait depuis cet été que j'ai pas vu un film d'horreur qui me fait peur. C'est con, mais on parle beaucoup en ce moment de films d'horreur qui sont fun, qui sont des rides, qui sont rigolos, qui sont des bisseries, qui sont des machins. Moi je suis désolé, lui il m'a par moment glacé le sang, quand bien même la scène d'après j'étais hilar. C'est un film qui réussit à jouer sur ces deux terrain-là et qu'il fait très bien, et en plus qu'il le fait avec, et c'est là moi aussi mon petit plaisir de cinéphile, c'est que j'aime le cinéma d'horreur mais j'aime aussi le thriller. Je dis pas que c'est un grand thriller, mais au milieu de cette histoire de jeune fille qui revient en momie, etc., il y a une enquête policière qui me plaît aussi, et donc il réussit à jouer sur plein terrain, et en plein, je terminerai aussi là-dessus, mais
quelle bonne idée la momie, putain, quand même. Parce que la momie, c'est pas juste un mort-vivant, c'est pas exactement non plus une personne qui est possédée à l'exorciste, c'est un peu tout en même temps. C'est génial. Ça ouvre un terrain de l'imaginaire qui est super. Il y a des pétouilles à certains endroits, il y a des choses à reprocher. J'ai pas envie de faire la fine bouche, j'ai vraiment passé un très très bon moment, quand bien même le film dure, encore une fois, 2h15. Ouais. Bah moi, les 2h15, je les ai pas vus passer. J'ai passé un excellent moment. C'est une série B. N'en attendez pas plus qu'une série B, mais une série B généreuse, une série B qui n'est pas utilitariste et qui se dit qu'il va donner du caca au cochon. C'est fait par quelqu'un qui aime son matériau, qui respecte le genre, qui va essayer d'aller explorer vraiment toutes les facettes possibles, parce que c'est effectivement un film de possession, c'est un film de zombies, c'est un film de momie, c'est tout ça mélangé avec de l'orientalisme un peu pété, mais du coup tout ça est vraiment fait avec énormément d'amour et énormément de sympathie pour les personnages, et c'est pour ça que j'aime ce réveil de la momie par rapport au sifflet ou par rapport à Primate, qui sont vraiment des trucs qui sont ni faits ni à faire par des gens qui n'en ont rien à foutre de leurs personnages, qui n'en ont rien à foutre de leurs effets spéciaux, qui n'en ont rien à foutre de leur public. Là, c'est fait avec amour. C'est un film qui déborde d'amour pour le genre, c'est un film qui déborde d'idées. Il y a vraiment une idée aussi à la minute. C'est un film hilarant. Alors moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, c'est pas un film qui me fait peur, mais c'est un film qui me dégoûte. C'est vraiment avec Simon, t'es l'un à côté de l'autre. Il y a notamment, je veux dire, vous ne regarderez plus jamais un coupon pareil. Ni une grand-mère, ni une trachée, ni des animaux, ni une enfant, ni rien. Ni des dentiers. Le dentier. Il y a une scène d'enterrement qui est une merveille. Quel plaisir. Voilà. Je pense pas que ce soit une bisserie. Je pense que c'est ça qu'on attend d'une bonne série B, honnête, généreuse, franche du collier, et qui se donne du mal pour faire plaisir à son spectateur. Et ben voilà, moi je n'attends rien de plus, rien de moins, et je me régale. En même temps, quand on voit qu'il y a la prod, je trouve qu'il a pris le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'on a James Wan à la prod et on a Jason Blum. Donc on a quelqu'un qui va privilégier le concept et quelqu'un qui va privilégier l'efficacité, la réussite technique, souvent. Ah, je sais pas de qui vous parlez du coup. Moi je parlais de James Wan, mais tu vois, qui cite plein de plans, qui reproduit des techniques usitées. C'était un peu pour faire une blague sur Malignant, parce que Malignant c'est hyper généreux, mais c'est foutraque. Et là c'est un petit peu pareil, parce que en effet, moi non plus, j'ai d'une certaine manière pas envie de faire la fine bouche, mais je suis obligée de la faire un peu sur certains trucs, parce que justement le film est... Alors moi je suis pas du côté de Nicolas sur certaines bisseries qui sont vraiment moins bonnes, mais qui peuvent susciter du plaisir. Je le prends pas du tout de la même manière qu'un Primate, où moi j'ai pas vu le sifflet, mais même qu'un Ready or Not 2, parce que c'est une autre catégorie encore. C'est un film original, c'est pas une suite, c'est pas un film d'1h20 qui est fait pour être maté dans l'avion ou avec des... C'est un vrai film de cinéma, un film d'horreur de cinéma qui va piocher plein de mythologies et qui est produit par aujourd'hui c'est deux pontes de l'horreur. C'est-à-dire que on peut pas remettre qu'on l'aime ou pas, mais l'industrie Blumhouse, c'est une industrie à elle toute seule, hein. C'est-à-dire qu'elle est là pour faire vendre du concept. On a James Wan qui a été un des grands pionniers du renouvellement de l'horreur des années 2000. Donc aujourd'hui, quand on a ça, genre, je trouve qu'on a vraiment le meilleur des deux mondes pour un film de cinéma, un vrai film d'horreur de cinéma, mais qui me rappelle aussi beaucoup de bisseries que je regardais ado, hein. Genre ça a la même générosité que même que Saw, ou cette période-là des années 2000 où on a un concept en laitière. Et moi j'aime beaucoup qu'ils citent frontalement Hérédité et après qu'ils fassent vraiment limite une blague de caca, quoi. Enfin, genre, j'aime bien le mélange des genres et c'est très efficace, mais par contre de temps en temps t'as des lignes narratives ça n'a pas de sens, c'est pas grave. Pourquoi ils transportent le corps ? On s'en bat les couilles. Ah bah si. Ah non, c'est le grand trou du scénario. Non, mais puis même il y a un moment donné où d'un seul coup il y a des lignes narratives qui sont abandonnées. Tu changes d'endroit alors qu'il vient de se passer un truc, c'est complètement abandonné. La gamine possédée est abandonnée à l'étage alors que son fauteuil est en train de voler dans l'espace. C'est pas grave, il se passe plus rien, il passe 10 minutes à regarder une cassette vidéo. Il y a plein de trous à raquette, mais on en a rien à foutre. Non, on en a rien à foutre. Mais de toute manière, soyons honnêtes, ça n'a jamais empêché de renvoyer la balle. C'est le poste là où de base la gamine, vous avez vu la bande annonce, vous voyez dans quel état elle revient.
dans aucun monde les parents ils la prennent chez C'est eux. clair. Ils font genre, non mais ça va bien se passer les Non, mais enfants. bah- Soyez gentils avec votre sœur. Non mais c'est pas grave, maman l'infirmière elle va lui faire une piqûre, mais c'est pas une piqûre qu'il lui faut, vous avez vu sa peau putain. C'est un lance-flamme. Mais non mais s'il faut juste L'actrice accorder est le divorce entre sa incroyable. tête et son cou. C'est appeler un prêtre tout de suite, j'ai vu L'actrice ce qui joue film. la momie est exceptionnelle. J'ai jamais parlé aussi fort. C'est vrai. Ah ouais, Moi, j'aimerais juste, pardon, excuse-moi, excuse-moi. Non, je t'en prie. juste, Vas-y, Arthur. il y a un truc qui me chiffonne un tout petit peu dans ce que vous dites, parce que c'est pas comme ça, mais peut-être que je m'y connais moins que vous, mais c'est pas comme ça que je visualise et que j'imagine ce qu'on appelle le cinéma B, les séries B. Pour moi, justement, les séries B, c'est des trucs un peu fauchés, sortis, qui étaient la deuxième séance dans les années 50 au cinéma pour pas cher, les trucs sortis directement en VOD, en direct ou vidéo. C'est des films qui n'ont pas d'argent donc qui doivent avoir des idées. Là, c'est un film qui par ailleurs a pas un budget d'affiché, mais qui, selon certaines personnes, est estimé à moins de 20 millions, ce qui est pas énorme. Mais donc plutôt du B. Mais en même temps, série B, mais qui a pas du tout la gueule d'une série B. Parce qu'il est bien fait. Bah si, ça. Ah non, ça a pas du tout la gueule d'une série B, Il y a excusez-moi. des séries B très bien faites. Mais Enfin, Arthur comprend pas les séries B, les En séries fait, Z. c'est un budget B. Série B, ça veut dire budget B. C'est budget B, c'est pas un budget A, c'est-à-dire que c'est typiquement, on est typiquement à 20 millions, on est typiquement dans le budget d'une série B. Ok. T'as des séries B qui ressemblent à des séries A parce qu'elles sont faites par des gens très doués. Bah, c'est juste que dans ces cas-là, je reviens sur ce que je disais en préambule, c'est que c'est un film qui, je trouve, a beaucoup plus d'ambition en termes de, mais même en termes d'image, d'imagerie, de mise en scène. Alors, il fait beaucoup de références, on a beaucoup de split screen à la De Palma, on a compris qu'il veut nous faire plein de cinéma, non pas les split screen, vous savez, cet effet, on a un truc. De montage super. La double bonnette. La double bonnette, je sais pas bonnette. comment appeler ça Ça autrement. s'appelle la double bonnette. La double bonnette. Il en fait énormément. Ouais, il y en a Et beaucoup, c'est ce qu'on se disait en sortant. C'est La double très- bonnette, attendez, pour expliquer la double bonnette, c'est quand vous avez quelqu'un, un très gros plan qui est net au premier plan, et d'un seul coup, vous avez Vous pouvez avoir deux éléments dans la même nets image. à l'intérieur d'une même image. Mais- Un élément en arrière-plan, un élément au premier Voilà, plan. c'est ça. Alors C'est que un normalement, trucage de l'élément au fond focal. devrait être flou. Là, Ou à d'un seul l'inverse, coup- l'élément au Voilà, fond c'est net ça. et C'est l'avant quelque chose flou. que moi j'associe beaucoup à De Palma, c'est pour ça que je parlais Oui, de ça. oui. C'est que Oui. Mais je le trouve très référencé, c'est très généreux, j'en ai plein dans la gueule. Et je trouve que c'est un film qui est beau, je rejoins Sophie, c'est un vrai film de cinéma. Et quand on regarde les films sortis récemment, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Sun Help, Primate, etc., ils ont pas à se cacher là. Ils ont pas à se cacher là, c'est un film qui est plus ambitieux, qui est un cran au-dessus. Donc c'est pour ça que série B, je comprends ce que vous voulez dire sur le côté budget, fait avec pas grand-chose, qui est un peu débile quand même. Mais putain, genre les effets pratiques, ils sont solides. Les effets numériques un peu moins, mais les effets pratiques, putain. Non, moi j'ai pris une vraie belle claque. Moi, j'ai pris une très belle claque, et parce qu'il me semble que le film a une idée, pour être une idée vraiment pétée, mais qui en fait, parce qu'elle est gérée tant à l'écriture qu'à la mise en scène par des gens, je pense, doués, passionnés, sérieux, une idée qui est incroyablement féconde, c'est de dire, tiens, on va prendre l'héritage, et vraiment, c'est pas juste de la cosmétique, vraiment l'héritage de la momie au cinéma, mais on va le conjuguer, cet héritage, avec celui de la possession au cinéma. Parce que c'est pas un peu un film de possession ou d'exorciste, c'est l'exorciste avec une momie. C'est complètement ça. Et ça a l'air un peu con dit comme ça, mais en fait, c'est rassembler deux choses qui, a priori, ne vont pas de soi. Et tout le film, jusque dans sa photo, jusque dans sa mise en scène, jusque dans ses tonalités horrifiques, va jouer ça. Je m'explique. On commence, et ça dure un quart d'heure, 20 minutes minimum, en Égypte, et on y reviendra à plusieurs reprises dans le film, mais à un moment, on va passer au Nouveau-Mexique, dans les faubourgs de Albuquerque. C'est pas les mêmes continents, c'est a priori pas les mêmes lieux du tout, sauf que ces lieux ont beau être très différents, ils sont tous les deux arides, et donc on va d'abord travailler un continuum de lumière. Et en fait, de ce continuum, on va faire une synthèse. Et là, tout à coup, la lumière, elle va plus juste être écrasante parce que c'est le désert ou le simili-désert, ça devient un truc mordoré qui rappelle le pourrissement. Et le film va devenir sombre. Il y a très peu de films, les 30-40 dernières minutes, à être aussi peu éclairés, à être à ce point-là dans le clair-obscur et à demeurer incroyablement lisible. Il en va pareil pour la tonalité horrifique. Il y a des moments où on va être dans ce qu'on anticipe, ce qu'on redoute. T'as toute cette scène de poursuite dans les faux couloirs où tu ne vois quasiment rien. Et puis quand on passe en frontal, bah c'est du full frontal, mon chéri. Il y a de la tripe, il y a de la glotte qui gigote, il y a de l'ongle. C'est du dégueu. Vraiment pas mal. Et voilà, mais c'est un vrai film gore. J'ai pas vérifié, mais je serais pas étonné qu'il soit interdit seulement au moins de 12, parce que souvent, les films de genre américains sont considérés par mais j'ai pas vérifié, par la commission comme allez hop, ça y va, on va mettre un moins de 12. En vrai, attention, n'emmenez pas vos gamins de 13 ans. En France, il a moins de 16. Ok, bah ça va. Oui, voilà. Mais c'est un moins de 16 mérité. C'est un moins de 16 mérité. Pour moi,
Ah, Pour si, moi, c'est si, un c'est petit... vraiment Non, dégueu. pour moi, c'est un petit moins de 16. Ah C'est non, pas... non, il y a des trucs vraiment dégueux. Mais c'est dégueu, mais c'est pas vicieux. Oui, c'est pas dégueu, pervers. ça c'est vrai. C'est pas moi j'ai moins de mal à regarder ça qu'à regarder genre même du Saw parce qu'on est sur de la torture humaine. Là, on est vraiment sur du gore fantastique avec Sur du grand guignol. Ouais, On sur est du sur du grand grand guignol. guignol. Mais Une utilisation du dentier merveilleuse. Mais regardez, c'est super. mais justement, regardez, Ça, le c'était film va vraiment la passer. meilleure idée du monde. Et parfois, à l'intérieur d'une même séquence, typiquement, le traitement, vous évoquez le dentier, le traitement de la abuela. La abuela, j'adore. Eh ben, au sein d'une même séquence, on va dire l'évolution de son statut biologique, tu vas passer à un truc extrêmement violent, extrêmement angoissant, à un vrai gag de slapstick, et puis à oh coucou les coyotes. Non mais je veux dire, c'est très rare que des films s'autorisent à... Et les gougouttes qui coulent sur l'inspectrice égyptienne. Bien sûr. Et D'où viennent-elles? C'est dégoûtant. Le natron, y en a-t-il trop Mais ce que je veux dire, c'est que le film s'autorise des ruptures de ton, des variations de registre au sein de séquences qui l'étirent. Moi, même y compris dans des films d'horreur ou fantastique qu'on a appréciés ces derniers mois, moi souvent je l'ai dit, ce que je regrettais, c'est que les scènes étaient beaucoup trop rapides. Là, on t'installe les trucs, on les étire. Moi, c'est 2h15. Pareil, je les vois pas passer, à part l'épilogue dont je me passerai pour le coup. Moi, ça pourrait se terminer. Il y a 15 minutes. Il y a 15 minutes à raboter. Pas forcément là. Pour moi, il manque un petit peu de tenue. C'est marrant parce que je suis d'accord avec toi, Simon, sur le fait que c'est étiré, que c'est long, que ça fait du bien, que ça prenne son temps. Et pourtant, il y a une scène cruciale dont je dirais rien. Je dirais juste que c'est une scène d'enterrement. Ouais. J'aurais aimé qu'elle soit beaucoup plus longue. Bah, c'est ça. Elle est déjà très longue. Oui, mais elle s'arrête Oui, mais- à un niveau d'angoisse qui est tellement génial et jouissif. Et pareil, que vous ne j'ai verrez pas plus envie que ça s'arrête là. vous ne verrez plus les œufs maillots de la même manière. Ah non, ça. Ah, Oh, ouais, non. Non, oh, mais ouais, non. c'est Les- rigolo les parce que Mimosa. ça m'a rappelé d'une certaine manière le Evil Dead justement pas de l'Ichronine de Alvarez. Fede Alvarez, dans le sens où c'était une nouvelle relecture de quelque chose qu'on connaît et qui est radical. Et en fait, c'est ça qui est cool. Après, le Evil Dead, moi j'aime que justement, sur un film franchement comique, fasse un truc super sérieux. Voilà, c'est Et ça. là, C'est-à-dire que le Fede Alvarez, il est pas drôle une ben non, seconde. mais c'est ce que On je rigole dis. pas du tout. Justement, c'est ce que je dis. Il a switché les genres. Et là, où ça fait un moment que les Universal Monsters, même si c'est pas un film Universal Monsters, mais ça fait partie de cette catégorie-là, mais ça fait un moment que même quand on reprend les grands mythes, soit on a des trucs genre d'action qui n'ont rien à voir, soit on a le Nosferatu. En fait, les mythes, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à jouer avec. J'ai l'impression que ça fait un moment qu'on est piégé. Il y a juste eu 2 tentatives pas inintéressantes, diversement abouties, mais pas inintéressantes. Frankenstein avec Aaron Eckhart. Qui était l'homme un jour on en parlera. Plus récemment, qui était Moi, je le l'homme déteste invisible. Et Oli Wolfman, Wannell. qui était fait vraiment Ah oui, par c'est la même filiale, Wannell. le même workflow de production. Oui, oui, oui. Non mais qui se voulait des relectures, Des justement, de ces relectures grands de mythes. mythes. Mais je l'homme suis d'accord. invisible avec Elisabeth Oui, oui, Moss, Denis moi que Wannell. j'avais trouvé hyper intéressant. Alors Dans pas sa drôle première du tout. moitié, mais Pas drôle du tout. Non, mais en tout cas, il y a une Non, mais ce que- relecture mais- du mythe, pour mais- reprendre ce mais que disait à quoi Sophie. Non mais je veux dire, en fait, les relectures du mythe, tu peux les faire dans tous les sens tant que tu les fais avec amour et sérieux. C'est-à-dire que ça se foutait pas de la gueule du truc, ça n'essayait. Tu vois, ici, ça n'essayait pas d'être une C'est pas franchise. opportuniste. Ça n'essayait pas de se C'est dire ça. genre. Comme et la momie avec attention. Tom Cruise qui était vraiment épouvantable. Exactement. Voilà, mais je voulais en venir à Comme ça. on aura c'est-à-dire- bientôt la momie avec Brendan Fraser qui Alors revient. ça, c'est pas pareil. Oui, mais ça, c'est vraiment la franchise La Momie avec C'est Madame la Fraser. franchise C'est pas le La mythe de la momie. Et là, pour le coup, quand le film se termine, tu te dis pas, bon, bah, la prochaine fois, je verrai La Momie fait du surf avec Russell Paté en croûte qui joue Dr. Hyde et. Enfin voilà, non, moi vraiment, c'est un de mes énormes coups de cœur horrifiques. J'ai passé le film à rire, à me taper sur les cuisses et à faire ah non, pas ça, ah non, pas ça. Oh, et il y a une diversité de dynamique des fluides au cours du long métrage que je trouve appréciable. Et une méchanceté avec les enfants aussi qui est énervée. J'adore quand on fait du mal aux enfants. J'adore ça. Et puis la tagline de la petite fille avec sa maîtresse. Oh, j'adore. On adore. J'adore. Les enfants qui disent des insultes aux adultes, on aime beaucoup. Allez hop, allez donc. Mais dis donc, ça s'appellerait pas C'en est un. Home run. Je vous ai compris. Ah, eh ben c'est pas trop tôt. Le réveil de la momie de l'Ichronine avec notamment Jack Reynor et Laia Costa. Et vous pourrez nous dire si vous êtes plutôt recueillir votre enfant disparu momifié chez vous ou racheter une dose de Polydent pour bien fixer votre dentier en toutes circonstances. Et ça me rappelle une petite histoire du coup. Est-ce que vous savez... Bon, elle est facile celle-là, elle est mignonne. Vous savez ce que dit une momie en érection? Il y a un truc avec des bandelettes. Oui, c'est ça. Je crois que je bande. Ah bah ouais. oui. Ouais, facile. Ouais. Eh bien écoutez,
Eh bien écoutez, écoutez, voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve lundi. c'était une bonne semaine de cinéma. C'était une très Ah, bonne ça faisait semaine. longtemps Ça faisait qu'on longtemps qu'on avait n'avait pas eu une fun. semaine aussi, Très simple. aussi Enfin, je dis agréable. ça, Une pensée pour Alexis qui a raté ça. Non, il a vu le film, mais non, moi j'ai toujours le chat qui éjacule des paillettes qui m'a un peu. Oh, Je suis un Alors peu que moi, au obsessionnelle. contraire. Bref, on se retrouve lundi pour les actus et mardi pour notre film de patrimoine. Il sera question du Kinski, de tous les Kinski. Bye les amis et gloire aux céphalopodes. Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Au 4e stop, il sera exactement 0h13 minutes. Oh la vache! Moi je vais être en retard au lycée! Oh, bah dis donc, t'es bien pressé, toi, ce soir. Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous-en! Arrivederci! E buon viaggio! Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.